L'arrogance d'un homme est une chose dangereuse. Pour Arturo Vega, c'était tel un narcotique aveuglant. Il se tenait sur le balcon de la suite du Monarque, facturé 20 000 € la nuit à la Villa Alcione, le bras entouré d'une femme qui n'était pas son épouse. Il avait emmené sa maîtresse dans le complexe le plus exclusif de l'île de Majorque, de Anmung su Ketukwakwakonyonkwaming, en assumant que son épouse, silencieuse et timide, était à la maison en train de pleurer. Il était sur le point de l'humilier, de lui frotter sa nouvelle vie au visage. Mais Arturo commit une erreur catastrophique. Il présuma qu'il était le prédateur, alors qu'il n'était que l'imbécile marchant droit vers le piège. Le hors-bord fendait les eaux turquoises de la Méditerranée, son pont en acajou brillant, comme de l'obsidienne polie. Arturo Vega vérifia sa montre. Une Patek Philippe Nautilus en or rose. C'était une déclaration de 300 000 € qui criait « Je suis arrivé ». À ses côtés, Sylvia, moulée dans une robe jaune canari, inclinait son téléphone pour capturer son profil contre le décor spectaculaire de la Sierra de Tramontana. « Est-ce exclusif, chérie ?» demanda-t-elle d'un murmure haletant. « Je commoniente botki, j'ading now. »« Villa Alcione, amour », répliqua Arturo, sa voix résonnant de la satisfaction personnelle d'un homme qui venait de conquérir le monde. Ce n'est pas un hôtel, c'est une propriété privée. Ils n'ont que 12 suites. La liste d'attente est de 3 ans, à moins d'être moins. Bien sûr, il avait profité d'un trimestre spectaculaire dans son fonds spéculatif, Vega Capital, pour faire pression sur le concierge de sa banque privée, Vadam Balviek-Datfond. Ce voyage était une célébration, un tour de victoire. 2 jours plus tôt, il avait ordonné à ses avocats de remettre les papiers du divorce à son épouse, Amalia. Amalia. Le nom avait un goût de cendre dans sa bouche. Ennuyeuse, prévisible Amalia. C'était la femme qu'il avait épousée 15 ans plus tôt, une fusion stratégique de son ambition de nouveau riche avec le nom de famille tranquille et respectable de la lignée de celle-ci. Elle avait été le contrepoids dont il avait eu besoin alors, mais maintenant, elle n'était qu'un poids mort. Elle passait ses journées à administrer le family office de sa famille, un petit héritage pittoresque qu'il n'avait jamais pris la peine d'étudier. Va tamdia va kakwat donc tout tien kindao. C'était un tombe d'un fantôme dans son manoir minimaliste, une femme qui portait du cachemire au ton neutre et qui jamais, au grand jamais, ne haussait la voix. Sylvia était l'opposé, bruyante, exigeante et spectaculairement belle. C'était un trophée vivant, la preuve de son succès. L'embarcation ralentit en s'approchant d'un quai en pierre, enveloppé de glycines ancestrales. Un homme en costume de lin impeccablement coupé attendait. C'était Javier Soler, le directeur général. « Monsieur Vega, bienvenue à la Villa Alcione », dit Soler, avec un sourire poli mais dépourvu de chaleur. « Nous avons la suite du Monarque », annonça Arturo, non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Bien entendu, monsieur, si vous voulez bien me suivre. » Les jardins étaient magnifiques, un paradis en terrasses de cyprès et d'azalées en fleurs. Arturo ressentit une vague de pouvoir. C'était son monde désormais. Alors qu'ils étaient conduits vers la villa principale, un palais reconverti du XVIIe siècle, Arturo s'arrêta brusquement. « Mes bagages », lança-t-il en désignant le quai. « Ils sont déjà dans votre suite, monsieur », répondit doucement Soler. La suite du Monarque était plus grande que son premier appartement. C'était une vaste étendue de marbre, de fresques et de mobilier italien moderne. Voix Mozart rien, dung nu le lung chen bien. Ça fera l'affaire, dit Sylvia, se laissant tomber sur une chaise longue et commençant immédiatement une vidéo pour ses abonnés. Arturo, pendant ce temps, accula Soler. «
J'aurais besoin d'une réservation pour le dîner de ce soir, à 8 heures précises, la meilleure table de votre restaurant, le phare, et j'exigerai un vin spécifique, un double magnum du Screaming Eagle de 1997. Le sourcil de Soler tressaillit, un infime signe de surprise. Monsieur, notre restaurant se concentre sur des variétés italiennes et espagnoles autochtones. Je suis presque sûr que nous n'avons pas ce Cabernet de Napa en particulier. Alors trouvez-le, dit Arturo en le congédiant d'un geste de la main. Faites-le venir par avion depuis Madrid. Je ne me soucie pas du prix. Je célèbre une victoire personnelle significative. Comme vous le souhaitez, monsieur, dit Soler d'une voix hachée. Madame Vega se joindra-t-elle à vous pour ce voyage? Arturo rit, un son court et sec. Vous voulez dire mon épouse? Dieu, non. Elle n'est pas vraiment le genre de la Villa Alcyone. Elle est à la maison, probablement en train de classer des timbres ou quoi qu'elle fasse d'autre. Nous divorçons. Ceci, dit-il en désignant Sylvia, c'est le futur. L'expression de Soler resta indéchiffrable. Il hocha simplement la tête. Je vois. Profitez de votre séjour, monsieur Vega. Une fois le gérant parti, Arturo déboucha la bouteille de champagne offerte. Il se sentait invincible. Il avait sa jeunesse, ou un semblant de jeunesse, une maîtresse impressionnante, Vahoitai-san dang morom nyanchong. Il avait enfin coupé le cordon de son mariage ennuyeux et sans passion. Il leva son verre vers Sylvia. « Au nouveau départ », porta-t-il en toast. « À nous » rit-elle en choquant son verre contre le sien. Depuis la mer, le murmure distant du moteur d'un autre hors-bord approchait. Mais Arturo, perdu dans son propre reflet sur la vitre, n'y prêta aucune attention. Les premières 24 heures furent un flou d'indulgence décadente. Précisément comme Arturo l'avait prévu, Louis et Sylvia furent délibérément et outrageusement bruyants. Ils monopolisèrent la piscine à débordement principal, prenant d'interminables photos et commandant des magnums de rosé avant midi. Arturo passait ses appels de travail au bord du bassin, criant des instructions agressives à ses traders de New York sur la vente à découvert d'une nouvelle action technologique. « Nous allons les saigner, Roberto !» hurlait-il au téléphone, savourant les grimaces d'un couple de personnes âgées qui lisaient à proximité. Sylvia, pour sa part, traitait le personnel avec un dédain désinvolte qui reflétait celui d'Arturo. Elle renvoya une assiette de jambon ibérique et de melon parce que le melon était trop orange. Elle se plaignit que le nombre de fils des serviettes de la piscine était acceptable, mais pas incroyable. Arturo adorait cela. Il aimait son sentiment de supériorité. Cela reflétait le sien. Ce soir-là, ils se préparèrent pour leur dîner au phare. Arturo attachait sa patek quand son avocat, Esteban, appela depuis New York. « Arturo, juste pour confirmer, les papiers ont été remis à la résidence d'Amalia ce matin. L'huissier a noté qu'elle les a acceptés personnellement. » « Et alors? A-t-elle pleuré? S'est-elle effondrée? » demanda Arturo en ajustant sa cravate en soie. L'huissier a seulement dit qu'elle avait été polie. Elle a signé le récépissé et a fermé la porte. Arturo se moqua. Polie, bien sûr. Elle a probablement déjà appelé sa mère Varu Louis Vengoagna Jadin o la Moraleja. Pathétique. Bien. Plus vite elle acceptera cela, plus vite je pourrai finaliser l'accord. Donne-lui la maison. Je m'en fiche. J'en achèterai 3 autres. À propos de l'accord, Arturo, Esteban fit une pause. Ses avocats n'ont pas encore répondu, mais le contrat de mariage est en béton. Elle reçoit la maison et la pension stipulée. Tes actifs principaux, le fonds, sont complètement protégés. Exactement, dit Arturo. Elle était une distraction agréable, mais elle ne peut pas rivaliser dans la cour des grands. Maintenant, si tu m'excuses, Esteban,
J'ai une bouteille à 10 000 € qui m'attend. » Il raccrocha et se tourna vers Sylvia, qui appliquait une dernière couche de gloss. « C'est fait, » dit-il. « L'encre est officiellement coupée. » Ils descendirent le grand escalier vers le restaurant. Le maître d'hôtel les conduisit à la meilleure table, située sur un petit balcon privé avec vue sur les lumières scintillantes du port d'Andratz, de l'autre côté de la baie. C'était outrageusement romantique. « Tu vois, » chuchota Arturo à Sylvia. « Je suis le maître de ces lieux. » Le dîner commença bien. La nourriture était indéniablement brillante. Mais Arturo attendait son vin. Finalement, M. Soler s'approcha de leur table les mains vides. « Monsieur Vega, mes plus sincères excuses. L'avez-vous trouvé? » demanda Arturo, agacé par l'interruption. « Monsieur, comme je vous l'ai expliqué, nous n'avons pas cette bouteille. J'ai, comme vous me l'avez demandé, contacté nos fournisseurs à Madrid et même à Barcelone. Il n'est pas possible d'obtenir un double magnum de ce millésime avec un préavis si court. » Arturo sentit une bouffée de colère. « Pas possible? Comprenez-vous qui je suis? Pas possible n'est pas une réponse acceptable. Cependant, » continua Soler d'une voix dangereusement calme, « nous avons l'une des caves les plus sélectes des Baléares. Je serais ravi de vous recommander un Ribera del Duero ou un Priorat qui surpassera de loin. »« Je comme Juan Mochai Ribera !» explosa Arturo en haussant la voix. Plusieurs dîneurs se tournèrent pour regarder. « Je voulais ce que j'ai demandé. »« C'est censé être un établissement 5 étoiles, » intervint Sylvia. « Il vous l'a dit il y a des heures. Êtes-vous incompétent? » Les yeux de Soler se durcirent, mais sa voix resta stable. « Je regrette de n'avoir pu répondre à vos attentes, mademoiselle. Je vous laisse à votre repas. » Il fit demi-tour et s'en alla. « Quel culot !» siffla Arturo. « Je le ferai renvoyer pour ça. J'achèterai tout cet hôtel et je le licencierai moi-même. »« Tu devrais, chérie, » acquiesça Sylvia, oubliant déjà le vin pour prendre un selfie. Mais l'interaction laissa un goût amer dans la bouche d'Arturo. C'était la première fois depuis son arrivée que son pouvoir était remis en question. C'était une petite fissure dans la façade de son week-end parfait, Vana la Manta Tukdien. Il ressentit une pointe d'inquiétude, le sentiment que la déférence qu'on lui avait montrée plus tôt n'était pas de l'admiration, mais quelque chose d'autre, une tolérance tendue. Il refoula ce sentiment, commanda le vin le plus cher de la liste, Va Uong no Kwanyang. Il ne permettrait pas à un directeur d'hôtel de gâcher son triomphe. Le lendemain, Arturo se réveilla avec un mal de tête sourd dû au vin. Il était déterminé à effacer l'affront de la veille. Il passerait la journée en mer à projeter une image de richesse si insouciante que tout le personnel serait forcé de ramper. Sylvia Vaan bugra santung ansang, ngaptran nang, vêtuse de lin blanc assorti. Arturo détaillait à voix haute son plan pour louer le canot à moteur vintage Riva de l'hôtel pour la journée quand, soudain, il se figea. Sa tasse de café s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. De l'autre côté de la terrasse, assise à une table tranquille dans le coin, à l'ombre d'un olivier massif, se trouvait Amalia. C'était impossible. Il cligna des yeux, certain que le vin et le soleil créaient un mirage. Mais c'était bien elle. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas vêtue de noir. Elle portait une blouse de soie crème simple et élégante et un pantalon blanc. Son visage semblait serein. Ses cheveux châtains étaient relevés en un simple chignon. Elle lisait un livre et prenait un espresso. Elle avait l'air en paix. Sylvia, inconsciente, continuait de parler. « Et je veux qu'il prépare un énorme panier avec du caviar et ses petits sandwichs et... »« Tais-toi » siffla Arturo. « Quoi » Sylvia parut offensée. Arturo ne pouvait détacher ses yeux de son épouse. Son épouse, ici, dans le même hôtel.
Comment osait-elle? Son esprit s'emballa, traversant diverses émotions. D'abord le choc, puis une rage brûlante. Elle le harcelait. Elle avait reçu les papiers du divorce. Va tromot hein donc Tom Hai va tuet vong. Koda tewain denton deide. Quoi? L'affronter? Faire une scène? Le supplier de revenir? Un sourire lent va Doc Hack se dessina sur son visage. Le choc initial s'évanouit, remplacé par un profond sentiment de satisfaction. C'était encore mieux que ce qu'il avait imaginé. Il pensait qu'elle s'effondrerait en privé dans son manoir vide. Mais elle s'était livrée à lui. Elle avait apporté son humiliation dans le plus bel endroit de la terre, juste devant sa porte. « Chérie, qu'est-ce qui se passe? » demanda Sylvia, remarquant enfin son regard fixe. Elle suivit ses yeux. « Mon Dieu, c'est... elle? » La future ex-Madame Vega, se moqua Arturo, sa bonne humeur retrouvée. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? » chuchota Sylvia, horrifiée. « C'est notre voyage. C'est tellement vulgaire. Elle a l'air si banale. » Elle est désespérée, amour. C'est le dernier acte pathétique d'un animal mourant, dit Arturo, savourant le moment. Elle croit qu'elle peut me faire culpabiliser. Elle croit qu'elle peut gâcher notre célébration. Il observa Amalia pendant un long moment. Le plus inquiétant pour lui était son calme. Elle ne ressemblait pas à une femme au bord de la crise. Elle semblait sereine. Elle tourna une page de son livre. Elle commanda un second espresso à un serveur qui s'adressa à elle avec une familiarité qui irrita Arturo. « Eh bien, je comme den zung tu chodioda, » déclara Sylvia en se levant. « Je vais aller là-bas et lui dire de partir. » Non, non, Arturo la retint, son esprit formulant un plan bien plus délicieux. « Ne l'interromps pas. Laisse-la prendre son petit déjeuner. Nous serons sur le bateau toute la journée. La vraie fête, la vraie confrontation doit être publique. Nous attendrons jusqu'à ce soir, au bar, juste avant le dîner. Nous laisserons tout le monde voir ce qu'elle est. » « Qu'est-ce qu'elle est? » demanda Sylvia, confuse. « Un fantôme, » dit Arturo, les yeux brillants. Et il est temps de l'exorciser. Lecteur, un moment de pause. Que pensez-vous qu'Arturo doive faire? Aller l'affronter immédiatement? Ou attendre? Croyez-vous qu'Amalia soit ici pour lui, ou y a-t-il une autre raison? Mais alors qu'il essayait de profiter de sa journée, l'image de ce visage tranquille et serein le tourmentait. Il avait attendu des larmes, de l'hystérie, des accusations hurlées. Il avait attendu un combat. Sa présence silencieuse était une note dissonante dans sa symphonie de triomphe parfaitement composée. Il se surprit à surveiller la terrasse depuis le bateau, se demandant si elle était encore là. Il devint agité, criant sur Sylvia quand elle lui demanda de la prendre en photo pour la 10e fois. « Profite juste de la vue, tu veux? » aboya-t-il. Il ne le pouvait pas. Il comptait suatan kamziakrang, kodiozida kong-on. Qu'elle soit là n'était pas seulement du désespoir. C'était illogique. Amalia détestait l'attention. Elle détestait la confrontation. Pourquoi traverserait-elle le monde pour venir dans un endroit où elle savait qu'il serait, seulement pour s'asseoir tranquillement? Va Doc Motquonsac. Il écarta cette pensée, la mettant sur le compte du comportement étrange et irrationnel d'une femme délaissée. C'était lui qui avait le contrôle. C'était lui qui détenait le pouvoir. Et ce soir-là, il allait le prouver. L'air au crépuscule était épais du parfum du jasmin. Le bar de la terrasse principale de l'hôtel se remplissait d'autres clients. Un industriel allemand, une actrice française, un milliardaire de la Silicon Valley. C'était une foule d'une puissance tranquille et immense. C'était le décor qu'Arturo avait choisi.
Sylvia va an chiem les mots chic sofa au trungtum, commandant le champagne le plus cher. Il vit Amalia entrer sur la terrasse. Elle était seule. Elle s'était changée pour une robe de soie bleu marine toute simple. Aucun bijou, excepté son alliance en or qu'elle tournait pensivement, et une paire de boucles d'oreilles en perles simples. Elle prit une petite table près de la balustrade, face à la mer. Elle commanda un verre d'eau citronnée. « Elle ne boit même pas !» chuchota Sylvia, dégoûtée. C'est comme si elle essayait d'être ennuyeuse. « C'est l'heure du spectacle !» dit Arturo en se levant. Il lissa son blazer sur mesure, prit la main de Sylvia, va battre tienvefivomen. Il sentit les yeux des autres clients le suivre. Il l'avait reconnue à la piscine. Il l'avait reconnue, elle, au petit déjeuner. Cela allait être délicieux. Il s'arrêta directement devant sa table. Elle leva les yeux, son expression douce, comme si elle remarquait un serveur. Amalia, commença Arturo, sa voix dégoulinante d'une fausse pitié. Quelle surprise fascinante! Bonjour Arturo, dit-elle, la voix sereine. Sylvia, sentant le signal, s'avança. Je communico dans l'amzio de Amalia. C'est vraiment pathétique. Tu ne comprends pas le message. Il est avec moi. Ce sont nos vacances. Arturo leva une main, faisant taire Sylvia d'un geste. Allons, allons, chérie, soyons aimables. Elle traverse clairement un moment difficile. Il regarda de nouveau Amalia, son sourire se transformant en une grimace. Vraiment, Amalia, c'est tombé bien bas, même pour toi. Me suivre jusqu'ici? Tu as vraiment pensé que tu pourrais t'envoler pour Majorque, va-t-on se donner là, quoi, tout oublier et te reprendre? Amalia prit une lente gorgée de son eau. Je commodais bien, Arturo. Oh, je t'en prie, rit Arturo, un son rauque qui fit lever les yeux de l'industriel allemand avec agacement. Pour qui d'autre serais-tu ici? Es-tu venu pour frotter les sols? Je ne m'étais pas rendu compte que ton petit fonds familial allait si mal que tu avais besoin d'un travail à temps partiel. Tu dois partir, insista Sylvia. Tu te donnes en spectacle. Tu lui fais honte. Tu as raison, dit Arturo en se penchant, sa voix tombant à un murmure cruel et confidentiel. C'est fini. J'ai tourné la page. J'ai trouvé mieux. Tu dois l'accepter. Rentre chez toi. Retourne à ton jardin, ou à tes œuvres de charité, ou quoi que ce soit que tu fasses. Tu n'as pas ta place ici. Ce monde n'est pas pour toi. Il est pour les gens qui prennent ce qu'ils veulent. Tu n'es que la personne qu'on laisse derrière soi. Il se redressa, les bras croisés, attendant les larmes, attendant l'effondrement. Amalia le regarda simplement. Elle soutint son regard pendant 10 secondes complètes, ses yeux clairs et fermes. Il n'y avait aucune douleur en eux, aucune colère. Il comptait Sagding de Gnan. Ça ressemblait presque à de la pitié. « As-tu fini ?» demanda-t-elle. La question le prit de court. « Quoi? Ton discours était très théâtral. As-tu fini ?» Avant qu'Arturo ne puisse répondre, M. Solaire, le directeur général, apparut à ses côtés. Son visage était un masque de froid professionnalisme. « Monsieur Vega, » dit Solaire, sa voix tranquille portant le poids inconfondible de l'autorité. « Ah, Solaire » dit Arturo, se tournant triomphant. « Moment parfait. Il semble que nous ayons une intruse. Cette femme n'est pas une cliente. C'est mon épouse dont je suis séparé, va Kota dans Queruatoy. S'il vous plaît, faites-la retirer de la propriété. Discrètement, si possible. Je me sens généreux. » Sylvia sourit avec suffisance, sortant son téléphone, sans doute pour filmer la marche de la honte.
Soler ne regarda pas Amalia. Ses yeux étaient fixés sur Arturo. « Monsieur Vega, c'est moi qui dois vous demander de vous taire. Vous causez une gêne à nos autres clients. » Le sourire d'Arturo s'évanouit. Le sourire. « Pardon, je suis le client. C'est elle l'intruse. Sortez-la. »« Là, je crains que vous ne vous trompiez, monsieur, » dit Soler. « Madame Vega est notre cliente. C'est vous qui n'êtes plus le bienvenu. » La terrasse devint silencieuse. Le seul son était le doux murmure de l'eau de mer contre les murs de pierre en contrebas. Arturo ressentit un frisson. Une chute soudaine va quintum dans l'estomac, comme un ascenseur défectueux. « Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? »« Il a dit que tu n'es pas le bienvenu, Arturo, » dit Amalia, posant enfin son verre d'eau. Elle se leva. Elle était plus petite que lui, mais soudain, elle sembla dominer toute la terrasse. « C'est ridicule !» bafouilla Arturo, cherchant du soutien autour de lui. Les autres clients regardaient délibérément ailleurs, feignant d'être fascinés par leurs olives. « J'ai la suite du monarque. Je paye 20 000 la nuit. Vous ne pouvez pas. Soler, vous êtes fou? Vous savez qui je suis? » « Je crains que oui, monsieur Vega, » dit Soler, « et j'agis sous les ordres directs de mon employeur. »« Alors amène ton employeur, » rugit Arturo. « Elle se tient juste devant lui, » dit Amalia. Le monde sembla basculer. Arturo la regarda. Il regarda Soler. Il la regarda de nouveau. Les poings se connectèrent, mais l'image qu'ils formèrent était impossible. « Toi, tu n'es pas... » « Quoi? » demanda Amalia. « Une cliente? Tu as raison, je ne le suis pas. Je comme fais la hackaday depuis 6 semaines. » Elle s'adressa au gérant. « Javier, comment vont les nouvelles rénovations de la cuisine au phare? J'ai vu les factures pour les nouveaux fourneaux Multani. »« Ils fonctionnent merveilleusement, Madame Vega, » répondit Soler, sa voix désormais pleine de la chaleur qui faisait défaut auparavant. « Les chefs sont extasiés. Votre choix était, comme toujours, parfait, Madame. »« Vega » chuchota Arturo. Le nom résonna à ses oreilles. Soler l'avait utilisé plus tôt, sur le quai, mais il avait supposé... « Je l'ai acheté, Arturo, » dit Amalia, sa voix plate comme si elle parlait du temps. « Villa Altion, et les 2 propriétés plus petites à Séville, et le vignoble dans la Rioja. Mon petit family office pittoresque, như anh gọi nó, đã quyết định mở rộng danh mục đầu tư khách sạn của mình. » « Ceci, » dit-elle en désignant l'impressionnante villa qui les entourait, est l'une de ses acquisitions les plus petites et les plus récentes. La bouche d'Arturo s'ouvrit et se ferma. Aucun son ne sortit. « Tu mens, » finit-il par dire. « C'est une blague malade et tordue. » « Le suis-je? » Amalia plongea la main dans son sac Bottega Veneta, Varura Mochic Tejoa Duignot. C'était une carte en métal, noire et lourde. « Voici le passe-partout général. Il ouvre toutes les portes de cet hôtel, y compris, je crois, la suite du monarque. » Elle se tourna vers Soler. « Javier, Monsieur Vega et son invité feront leur check-out immédiatement. »« Attendez !» piailla Sylvia, trouvant enfin sa voix. Son visage était pâle sous le choc. « Vous, Comte Lamdunay, nous avons une réservation. Nous avons payé. »« Au contraire, » dit Amalia, fixant son regard froid sur Sylvia. « Votre réservation, qui était liée au compte corporatif de Monsieur Vega, a été annulée ce matin. Quant au paiement, » elle regarda Arturo. « La carte de crédit que vous avez enregistrée, l'Amex Centurion du compte corporatif, a été refusée il y a, 2 heures. Une chute assez précipitée de votre crédit disponible, semble-t-il. C'était ce qu'Arturo ne parvenait pas à comprendre. Refusé?
C'est impossible. Mon fonds vaut 9 chiffres. J'ai une ligne de crédit illimitée. Tu avais, Arturo, le corrigea Amalia. Tu avais une ligne de crédit illimitée. Vois-tu, c'est l'autre chose dont je me suis occupé. Quoi? Quelle autre chose? Demanda Arturo, mais il craignait la réponse. L'air s'était fait rare. Il ne semblait plus pouvoir respirer pleinement. Pendant que tu célébrais, j'étais avec mon équipe juridique, expliqua Amalia sur un ton de conversation. Tu as toujours été si négligent avec la paperasse, Arturo. Tu trouvais ça si ennuyeux. Tu signais simplement ce qu'Esteban mettait devant toi. Arturo se raccrocha à l'accord prénuptial, comme à une bouée. Il est en béton. Mon fonds est protégé. Ton fonds, oui. Vega Capital est tout à toi, acquiesça Amalia. Le problème, Arturo, c'est que Vega Capital ne vaut plus rien désormais. Le sang d'Arturo se changea en glace. De quoi parles-tu? Tu es un gestionnaire de fonds spéculatifs, Arturo. Tu comprends l'effet de levier. Tu comprends la garantie. Elle commença à marcher lentement vers lui, et pour la première fois, il se surprit à reculer d'un pas. Le capital de départ que tu as utilisé pour lancer ton fonds il y a 15 ans, continua-t-elle. L'investissement providentiel que tu pensais avoir soutiré à ce vieux banquier, ce n'était pas lui. C'était mon père. Cela venait de mon trust familial. Mais ce n'était pas un cadeau, Arturo. C'était un prêt. Un prêt garanti non seulement par les actifs du fonds, mais par chaque actif lié au trust. Ce qu'on fait là, Sutat, ça l'est, et quand tu m'as épousé, tu as signé une renonciation qui m'accordait, en tant qu'exécutrice testamentaire du patrimoine de mon père, le contrôle total par procuration sur cette garantie en cas de faute personnelle grave. Je crois que l'adultère, particulièrement avec une employée... Oui, je sais que Sylvia était ton assistante marketing. Ça compte. Les papiers que j'ai signés ce matin n'étaient pas des papiers de divorce, Arturo. C'étaient des avis de défaut de paiement. Le téléphone d'Arturo, resté silencieux toute la journée, vibra soudainement. Il le sortit d'une main tremblante. Un message de son directeur des opérations, Roberto. Appel de marge. Toutes les lignes. KTP Morgan retire notre crédit. Arturo, qu'as-tu fait? Une autre vibration. Sa banque privée. Urgent. Remboursement immédiat exigé pour tous les prêts personnels. Une autre. Actif de Vega Capital, gelé en attente d'enquête. Pendant que tu étais à la piscine, dit Amalia, j'ai exécuté la note. Toutes les actions que tu vendais à découvert. Mon fonds a pris la position longue, soutenu par un consortium que j'ai réuni. Ton petit plan pour les saigner. Tu pariais contre moi et tu as perdu. Elle désigna son poignet. Cette Patek, la maison, le jet avec lequel tu es venu, ce n'était pas à toi, Arturo. C'était prêté, et le prêt a été révoqué. Arturo trébucha en arrière, heurtant un pilier de pierre. Il n'était pas seulement divorcé. Il n'était pas seulement embarrassé. Il était ruiné. Il n'était rien. Tout l'édifice de sa vie, sa richesse, son pouvoir, n'avait été qu'un château de cartes en équilibre sur le trust familial ennuyeux de son épouse. Il regarda Sylvia. Son visage était un masque d'horreur et de calcul. Elle regardait Arturo, mais pas avec sympathie. Elle le regardait comme s'il était une maladie contagieuse. Arturo, chuchota-t-elle, la voix tendue par la panique. Est-ce vrai? Arturo ne pouvait pas parler. Il fixait simplement son téléphone, voyant sa vie s'évaporer dans une série de SMS. « Mon Dieu! » dit Sylvia en s'éloignant de lui. « Oh, je dois aller aux toilettes. » Elle se tourna et s'enfuit.
pas vers les toilettes, mais vers le hall. Elle comptait Nienlai, du Chimodlon. Arturo resta seul, entouré par le murmure tranquille des clients fortunés qui le regardaient désormais ouvertement. Il regarda Amalia, le fantôme. La femme beige, ennuyeuse, prévisible qui venait de démanteler son monde entier avant même que son verre d'eau ne se réchauffe. « Pourquoi » murmura-t-il, le seul mot qu'il parvint à trouver. « Tu m'as demandé si j'étais venu ici pour frotter les sols, » dit Amalia, sa voix dépourvue de triomphe. Elle était simplement définitive. « Je suis venu ici pour signer les rapports trimestriels. Tu étais simplement là aussi. » Elle fit un signe à Soler. Deux agents de sécurité imposants, polis et inflexibles, nommés Juan et Pablo, se matérialisèrent de l'ombre. « Javier, » dit Amalia en tournant le dos à Arturo. « S'il vous plaît, montrez à M. Vega la sortie de service. Ses affaires sont en train d'être descendues. » Elle s'éloigna, pas vers le restaurant, mais vers un bureau privé. Un homme qu'Arturo n'avait pas remarqué auparavant, un distingué monsieur en costume sombre, se tenait là. Son avocat, David, réalisa-t-il maintenant. Il se leva à son approche, tenant un porte-document pour qu'elle signe. « Attends !» cria Arturo. « Amalia, attends! Nous pouvons en parler !» Mais elle conquailait. Elle disparut simplement à l'intérieur, la porte se refermant avec un clic silencieux et coûteux. L'humiliation était une chose physique, une couverture froide et lourde qui étouffait l'air de ses poumons. Les deux agents de sécurité ne mirent pas la main sur lui, mais leur présence était une cage. Ils se déplaçaient avec le calme et la certitude inexorable d'hommes habitués à gérer des situations désagréables. Leur professionnalisme était une insulte bien plus profonde que n'importe quelle agression ouverte. Arturo, qui avait commandé des conseils d'administration d'un seul regard, était maintenant conduit comme un animal errant. On ne le mena pas à travers le grand hall de marbre par lequel il avait fait son entrée triomphale, mais par une série de couloirs de service stériles. Les murs étaient d'un blanc cru, marqués de traces noires laissées par les chariots de livraison. L'air, autrefois parfumé au jasmin et au parfum cher, sentait vaguement l'eau de Javel et l'huile de cuisine. C'était l'anatomie cachée du complexe, les entrailles qu'il n'aurait jamais dû voir. Le bureau où on le conduisit était petit et sans fenêtre, meublé d'un unique bureau en métal et d'une chaise de bureau dont le vinyle était déchiré. Au mur, un panneau de liège affichait les horaires du personnel et des avis de sécurité. C'était ici que s'achevait son règne impérial. Ses bagages, toute la panoplie de valises rigides Louis Vuitton personnalisées, étaient empilés sans cérémonie près de la porte. Ils n'avaient pas été rangés avec soin. Ils étaient jetés là, monument à son statut déchu. Un jeune employé nommé Pablo l'attendait. Il évitait de regarder Arturo directement, se concentrant sur une tablette. « Monsieur Vega », commença Pablo, sa voix n'étant qu'un murmure. Le réflexe de roi déchu d'Arturo fut de réagir violemment. « Ne m'appelle pas Monsieur Vega. Fais descendre Soler. Amène-moi le propriétaire. C'est un outrage. » Pablo tressaillit mais tint bon. Les deux gardes près de la porte changèrent subtilement de position, rappel silencieux de la nouvelle réalité. Pablo n'était plus un employé à apaiser. Arturo était un problème à traiter. « J'ai besoin que vous signiez ici, monsieur, » dit Pablo en tendant la tablette. « C'est un reçu pour vos effets personnels, reconnaissant que vous en avez pris possession. » Arturo regarda l'écran. L'inventaire de ses propres biens semblait être une accusation. Une montre Patek Philippe en or rose, une paire de mocassins Loro Piana, 3 costumes, Brioni sur mesure.
C'était l'inventaire de sa ruine. Il saisit le stylet, sa main tremblant si violemment que sa signature ne fut qu'une cicatrice dentelée et illisible sur l'écran. Il repoussa la tablette. Pablo la reprit, semblant s'armer de courage pour la suite. « Monsieur, votre associé, mademoiselle Sylvia, vous a laissé un message. » Un éclair de quelque chose de pathétique et désespéré s'alluma dans la poitrine d'Arturo. Un espoir. Peut-être avait-elle changé d'avis? Peut-être l'attendait-elle? Qu'est-ce que c'est? A-t-elle trouvé un taxi? Où est-elle? Pablo déglutit. Elle a dit, et ce sont ses mots. « Monsieur, ne me contactez jamais. » Ces paroles frappèrent Arturo avec la force d'un coup physique. Il la voyait maintenant avec une clarté horrible, non pas comme une partenaire, ni même une amante, mais comme un parasite qui venait de se détacher d'un hôte mourant. Il l'avait vue comme un trophée, elle l'avait vue numo vitri temptoi. Comme pour remuer le couteau dans la plaie, Pablo fit glisser une petite enveloppe scellée sur le bureau. Le papier était le même que celui utilisé pour les menus du restaurant. Arturo l'ouvrit de doigts malhabiles. À l'intérieur, pas de mots d'excuse, mais une facture détaillée de chaque extra consommé depuis leur arrivée. Les 4 magnums de Taittinger rosé au bord de la piscine, les lunettes de soleil Dior d'urgence de Sylvia, le massage en couple, l'assiette de melon ridiculement chère qu'elle avait renvoyée. Chaque frais était un petit monument à sa propre stupidité. Il parcourut jusqu'à la ligne finale, un chiffre qui lui aurait semblé trivial le matin même. 22,480 €. En dessous, tamponné d'un rouge cruel et accusateur, figuraient 2 mots. Paiement refusé. « Mes cartes! Il doit y avoir une erreur, » bafouilla-t-il, le mensonge ayant un goût acide dans sa bouche. Il savait qu'il n'y avait pas d'erreur. Il sentait la guillotine numérique qu'Amalia avait laissé tomber, le séparant du réseau financier mondial. « Nous sommes au courant de la situation, monsieur, » dit Pablo avec une pitié apparente. Les instructions de Madame Vega étaient de mettre cela sur son compte. Cette copie est pour vos dossiers. Pour vos dossiers, une dernière pièce de paperasse moqueuse pour l'homme qui n'était plus rien. Il froissa la facture dans son poing. L'un des gardes ouvrit la porte de service, révélant non pas les jardins entretenus, mais un chemin sombre et gravillonné longeant le bâtiment. Le paradis parfumé au jasmin qu'il habitait quelques minutes plus tôt était à des années-lumière. Ici, l'air sentait la terre humide et l'odeur désagréable des poubelles proches. « Le quai du ferry public est par là, » dit le garde, sa voix plate. Il désigna l'obscurité. « C'est à 20 minutes de marche. » Arturo eut la voix brisée. « Vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai besoin d'une voiture. Appelez-moi un taxi, un hors-bord. Je paierai. »« Nous ne sommes pas un service de taxi, monsieur, » répliqua le garde sans émotion. Louis et son compagnon reculèrent. La lourde porte de service se referma. Va huachot, voimo tieng lak kach kim loi zut huat, résonna dans le silence soudain. C'était le son de sa vieille vie scellée pour toujours. Il était seul. Véritablement et absolument seul dans le noir, entouré de bagages représentant une fortune qu'il ne possédait plus. Il regarda ses mains, puis son costume brioni qui ressemblait soudain à un déguisement bon marché. Il devait déplacer les valises lui-même. La pensée était paralysante. Il se baissa et saisit la poignée de la plus grande valise. Elle était incroyablement lourde. Il grogna, la traînant sur quelques mètres, les petites roues se coinçant dans les graviers. Il s'arrêta, respirant bruyamment, la sueur perlée sur son front. Il entama sa longue et humiliante marche, traînant la valise derrière lui,
ses roues cliquetant dans le noir. Le chemin était inégal, et il trébucha 2 fois. Ses mocassins à semelles fines chomte balveang chuknyung vinda saknyon. Chaque pas douloureux était une nouvelle humiliation. D'en haut, il percevait les sons élégants du monde dont il avait été expulsé. Le murmure sophistiqué des conversations, le tintement des vers, les notes douces d'un quatuor à cordes. Il imagina les autres clients, l'industriel allemand, l'actrice française, regardant son canapé vide, partageant peut-être un bref murmure compatissant avant de retourner à leur champagne. Il était déjà un fantôme. Alors que le chemin contournait le domaine, il vit le quai principal. Un élégant taxi aquatique privé s'éloignait. Instinctivement, il se cacha derrière un cyprès, le cœur battant de honte. Il vit un éclair de tissu jaune canari. C'était Sylvia. Elle comme Codin. Elle riait, un son cristallin porté par l'eau. Son bras était entrelacé avec celui de l'industriel allemand. L'homme était plus âgé, avec une posture calme et sûre qui rendait la propre vantardise d'Arturo puérile rétrospectivement. Il écoutait Sylvia en hochant la tête, son expression étant celle d'une indulgence amusée. C'était le même regard qu'Arturo portait hier encore. Il voyait son propre rôle réattribué en temps réel. Sylvia posa sa tête sur l'épaule de l'homme, Vahorwadi, laissant un sillage brillant sur l'eau noire. Elle n'avait même pas regardé en arrière. Arturo fut envahi par la nausée. Sa grande histoire romantique n'avait été qu'une transaction commerciale, et son contrat venait d'être annulé. Finalement, il atteignit le quai du ferry. Cela Komziongchutnao, les ports de plaisance privés de la villa. C'était une plateforme de bois brut et abîmée, avec une seule lumière fluorescente bourdonnante attirant les papillons de nuit. Quelques personnes attendaient, un jeune couple, une vieille dame, un pêcheur fumant une cigarette. Ils le regardèrent, lui et sa montagne de bagages, avec une curiosité ouverte. C'était un spectacle de foire, l'homme tombé du ciel. Il s'assit sur sa valise, le monogramme AV semblant se moquer de lui. Tout en haut de la colline, la Villa Alcyone brillait comme une constellation. Il vit des lumières dans une aile de la villa qu'il ne connaissait pas. Dans un grand bureau d'angle, une silhouette s'approcha de la fenêtre. C'était Amalia. Elle komnyin swongan. Elle regardait la vaste étendue de la mer. Sa mère. Elle tenait un téléphone à l'oreille. Monsieur Solaire se tenait respectueusement à quelques mètres. Son avocat, David, était là aussi, pointant quelque chose sur un plan. Il travaillait. Il construisait. Ce n'était pas la fin de l'histoire pour elle. C'était juste un autre mardi soir. Elle était une impératrice dans sa salle de commandement. Va anchi la moga hi choidu Tromson, ignorant l'échelle de son pouvoir. Le Petit Family Office était une entreprise mondiale. Son arrogance, son mépris, sa liaison n'étaient que des passifs sur un bilan. Vaco, quand les Taiba, avait fini par les liquider. La sirène du ferry retentit, un son fort et laid. Le navire, fonctionnel et sans glamour, accosta. Arturo Vega commença le laborieux processus de montée à bord. Il s'effondra sur un banc en plastique sur le pont. Les moteurs vrombirent et le ferry s'éloigna. Il vit les lumières de la Villa Alcyone rapetisser jusqu'à n'être qu'un point à l'horizon. Le vent froid le glaçait. Il prit sa tête dans ses mains, la facture froissée toujours serrée dans son poing. Il n'avait pas seulement été expulsé, il était devenu obsolète. Et alors que le bateau clapotait sur l'eau sombre et indifférente, Arturo Vega, pour la première fois de sa vie, se mit à pleurer. Le ferry heurta les pilotis du quai du port de Palma avec fracas. Une arrivée discordante qui fit vibrer le banc de plastique bon marché.
Les autres passagers se levèrent d'un coup. Impatient de rentrer. Arturo resta assis, pétrifié, jusqu'à ce qu'un membre d'équipage crie « Monsieur, finito !» La fin. Il se leva et affronta le cauchemar logistique de sa vie. Il dut remonter ses valises sur le quai une par une, un spectacle de sueur et de grognements. Ses mains, habituées à signer des contrats à 9 chiffres, étaient maintenant à vif. Personne ne proposa son aide. Il regardait cet homme en costume à 5 000 €, désormais taché de crasse, qui ressemblait à un réfugié d'un monde qu'il ne voyait que dans les magazines. Il se retrouva sur la promenade brillamment éclairée. Il était tard, mais il y avait encore du monde. Il aligna ses valises comme des soldats d'une cause perdue. Il avait besoin d'un taxi, d'un hôtel. Il avait besoin de réfléchir. Un taxi s'arrêta. Le chauffeur regarda la montagne de bagages et soupira. Arturo bafouilla le seul autre nom qu'il connaissait de son ancienne vie. L'hôtel Gran Meliá Don Pepe, à Marbella. Le chauffeur siffla. C'était une course qui en valait la peine. Arturo s'installa à l'arrière. La voiture sentait le tabac froid. Il regarda par la vitre les entrées des autres villas, ces mondes de lumière auxquels il appartenait encore quelques heures plus tôt. Il était dans un état de choc profond qui l'isolait de la réalité écrasante. Il fonctionnait sur la mémoire musculaire de la richesse. Il prendrait une chambre, appellerait Esteban le matin, va Konak Mongnay, ce de Xiaquet. Amalia avait montré sa force, mais cela compte zutquat nuvaiduk. Ils arrivèrent devant le majestueux Don Pepe. Le portier accourut. « Buenas noches, signor. » Arturo sortit, sa confiance revenant momentanément. Il se dirigea vers la réception. « Une suite, s'il vous plaît, avec vue sur la mer. »« Bien sûr, monsieur. Une carte de crédit et votre passeport ?» Arturo tendit son Amex Centurion. La carte noire, son arme et son symbole lui semblaient solides. L'employé la glissa. Son sourire vacilla. Elle la glissa de nouveau. « Je suis désolé, monsieur. Il semble y avoir un problème. »« Impossible, » dit Arturo. « Réessaie. »« C'est déjà fait, monsieur. Refusé. » Arturo ne paniqua pas encore. Il sortit sa carte JP Morgan Reserve. Le résultat fut le même. Le sourire de l'employé disparut, remplacé par une suspicion polie. « Celle-ci aussi, monsieur. »« C'est ridicule. Votre système est en panne. » s'écria Arturo, sa voix résonnant dans le hall. « Monsieur, il est presque minuit. Vos 2 cartes sont refusées. » Le choc disparaissait, remplacé par une terreur glaciale. C'était réel. Amalia l'avait fait. Il fouilla dans son portefeuille. Il avait environ 700 € en liquide. « Tenez, c'est pour le dépôt. Je réglerai les cartes demain. » L'employé regarda la pile de billets avec un mépris non dissimulé. « Monsieur, nos chambres commencent à 3 000 € la nuit. Ce n'est pas suffisant, même pour une nuit. » Un signal discret et un responsable de la sécurité apparut. Arturo fut raccompagné vers l'extérieur. Le portier, le visage dédaigneux, sortait la dernière valise du taxi. Le chauffeur attendait, furieux. « Ma course, 120 €. » Arturo lui donna l'argent. Le chauffeur partit en trombe, le laissant seul sur le trottoir, aux portes du paradis. Il était échoué. Il était minuit passé. Ses bagages étaient empilés à ses pieds comme une barricade. Il ne pouvait pas tout emporter. Il prit la première décision de sa nouvelle vie. Il ouvrit la plus grande valise, en sortit un jean, un polo, sa trousse de toilette et son ordinateur, qu'il mit dans son bagage à main. Il tourna le dos au reste. Il laissa tout là, les costumes brionnés, les chaussures faites main, les cravates en soie, des milliers d'euros abandonnés sur un trottoir en Espagne.
Il commença à marcher, tirant son unique valise. Il s'éloignait de la mer vers la gare. Le quartier était différent. Des blocs d'appartements anodins, une odeur de diesel et de bière éventée. Il trouva un petit hôtel 2 étoiles avec une enseigne en néon clignotante. Hôtel. Le hall était une petite pièce au sol de linoléum. Un homme en t-shirt regardait la télévision derrière un bureau en contreplaqué. « Avez-vous une chambre? » demanda Arturo d'une voix rauque. « 80 €. Payable d'avance. » Arturo compta ses derniers billets. Il lui restait un peu plus de 500 €. Il paya. L'homme lui tendit une clé attachée à un gros porte-clés en plastique rouge portant le numéro 3B. La chambre était une cellule. Un lit double déformé, une ampoule nue pendue au plafond. La seule fenêtre ne donnait pas sur la mer, mais sur une ruelle sombre. Arturo entra. Il combatden, laissant la pièce dans la pénombre de la ruelle. Il s'assit sur le lit. Les ressorts grincèrent. Il était seul. Il avait 500 € à son nom. Il vit son reflet dans le miroir déformé. Un étranger aux yeux creusés, le visage pâle de peur. Le roi arrogant de Majorque n'était plus. Sa Patek Philippe brillait toujours à son poignet. Il tenta d'appeler Esteban, numéro non attribué. Roberto, numéro non actif. Son banquier, déconnecté. Amalia n'avait pas seulement gelé ses avoirs, elle avait démantelé toute sa structure de soutien. Les avocats Vachungenhang n'étaient loyaux qu'à l'argent. Et l'argent était à elle. Il était excommunié. Il détacha la montre en or rose. Elle lui semblait soudain obscène dans la misère de cette chambre. Il la posa sur la table de chevet en mélaminé. Le tic-tic-tic élégant de son mouvement était le seul son dans la pièce. Une horloge implacable qui comptait les secondes d'une vie qui avait déjà expiré.